Bien, nous passons maintenant de l'enseignement de la formation à la recherche. C'est avec plaisir pour moi d'inviter Michel Topman, qui est professeur à l'hôpital Erasme de l'Université libre de Bruxelles, qui va parler de la recherche, et notamment, je suis sûr, de la recherche transactionnelle. Michel. Merci Gustave, chers collègues. D'abord, je voudrais préciser que même si j'ai travaillé pendant longtemps à l'hôpital Erasme, je n'ai plus actuellement d'affiliation avec l'hôpital, même si effectivement mes activités touchent de près ou de loin, notamment en matière de recherche et d'enseignement, ce qui se fait à l'hôpital. Et donc ce que je fais aujourd'hui, c'est co-diriger avec Mathias de Watripon un institut qui vise à promouvoir l'innovation interdisciplinaire en santé. Alors, si vous êtes tous là ce matin, c'est que vous êtes convaincus qu'effectivement, il faut repenser la manière dont les hôpitaux universitaires exercent leur mission en général, mais leur mission d'enseignement et de recherche en particulier. Et donc, je pense qu'il y a un large consensus pour se dire que les nouvelles mesures qui nous ont été présentées, eh bien, il faut réfléchir dès maintenant à la manière dont on va les appliquer aujourd'hui et dans le futur. Et en fait, c'est sans doute d'un véritable changement de paradigme dont il est question. Et pour le comprendre, il faut que nous nous projetions dans le futur, dans l'avenir. À quoi ressembleront nos hôpitaux, disons, en 2030 ? Alors, beaucoup de travaux sont consacrés à ces questions essentielles, pas seulement dans notre pays, mais aussi en Europe et ailleurs. Et notamment, il y a ce rapport intéressant qui a été rédigé à l'initiative de l'Institut Karolinska et de l'école de business IESE à Barcelone, qui inspire d'ailleurs aujourd'hui la Commission européenne. Alors il y a dans ce rapport beaucoup de messages, de recommandations essentielles. Compte tenu de la mission qui m'a été confiée aujourd'hui, j'en ai extrait un qui concerne évidemment la recherche et l'éducation dont on vient de parler. Et donc, il y a là une recommandation très forte qui dit qu'effectivement, les résultats que vont, disons, obtenir les hôpitaux universitaires en termes de recherche et d'éducation sont essentiels et que l'idée, c'est que cette recherche, ces nouvelles modalités d'éducation doivent être réfléchies, conçues en partenariat avec toutes les parties prenantes du domaine de la santé, avec évidemment une attention particulière, j'y reviendrai, à la recherche translationnelle. Alors pourquoi tous ces changements ? Bien, vous en êtes toutes et tous conscients, la médecine connaît une véritable révolution. Bien entendu, c'est le domaine du cancer qui l'illustre le mieux aujourd'hui, mais il y a gros à parier que pour des maladies comme le diabète, comme la démence d'Alzheimer, eh bien, ce concept de médecine de précision va s'appliquer sans doute relativement rapidement, et en termes d'investigation, en fait, il s'applique déjà aujourd'hui. Donc, le concept général, vous le connaissez, jusqu'il y a peu, et encore dans beaucoup de maladies, eh bien, la maladie est qualifiée, par exemple, par le nom de quelqu'un qui était à l'origine de sa découverte, Alzheimer, Parkinson, on pourrait multiplier. Cela ne nous dit rien sur les causes de la maladie, qui sont sans doute très différentes d'un patient à l'autre, causes génétiques, causes d'environnement. Et ceci explique que, comme on donne le même traitement à une population finalement très hétérogène, eh bien, de façon non surprenante, les effets sont très différents. Heureusement, dans une proportion importante de cas, l'effet du traitement est bénéfique. Dans d'autres, le traitement n'aura pas d'action. Et enfin, malheureusement, chez certains patients, il aura même une action délétère. Et donc, comme vous le savez, aujourd'hui, encore une fois, le cancer montre la voie. On stratifie les patients avec beaucoup plus de précision grâce à ce que l'on appelle les biomarqueurs, analyse de sang, d'urine, de salive, analyse sophistiquée des tissus impliqués dans la pathologie. Et disons, cette classification nouvelle des processus pathologiques conduit à identifier des sous-groupes de malades qui vont pouvoir bénéficier de traitements adaptés à leur pathologie, de telle sorte que, c'est évidemment l'espoir, qu'on ait un effet positif dans l'ensemble de la population concernée. Alors, on a parlé d'analyse de sang, d'analyse d'urine, d'analyse de tissu. Bien, comme vous le savez, dans notre pays, l'Institut IMEC est
pionniers reconnus à l'échelon international pour ça, eh bien finalement les biomarqueurs qui vont nous aider non seulement au diagnostic, mais aussi au suivi de la maladie, au suivi de l'efficacité du traitement, eh bien on va faire appel à bien d'autres technologies. Donc vous connaissez tous les montres connectées qui permettent déjà de mesurer toute une série de paramètres, et comme vous le savez, eh bien, sont en développement toute une série d'outils technologiques qui vont permettre d'enregistrer directement sur le patient toute une série de paramètres importants. Alors évidemment, toute la difficulté est maintenant de combiner toutes ces données de sources diverses qui s'expriment de façon différente pour en tirer des conclusions valides. Et donc ça, c'est toute la question de l'utilisation des big data, de la médecine digitale, de la façon dont on traite ces différents résultats, de manière à pouvoir effectivement en inférer l'évolution de la pathologie et la manière d'améliorer le traitement. Alors nous le savons, et l'actualité des derniers jours le montre, qu'il y a toute une série de questions liées à l'utilisation des big data, mais reconnaissons quand même que ce sera d'une manière ou d'une autre un élément essentiel du développement de la médecine et des soins de santé dans l'avenir. Le tout sera d'encadrer l'utilisation de ces big data de façon adéquate. Ceci dit, si l'on se place du point de vue du médecin maintenant, il est clair que cet environnement qui change complètement pose des questions excessivement complexes. Et un éditorial récent du New England pose la question, est-ce que l'esprit, est-ce que le cerveau humain, est-ce que le cerveau des médecins, des soignants, va être capable effectivement de tirer tout le bénéfice possible de ces intégrations de données multiples. Et donc là, il est important d'anticiper dès aujourd'hui, et beaucoup de nos hôpitaux universitaires le font, l'importance effectivement de développer des plateformes informatiques notamment, qui permettent effectivement de traduire toutes ces données en des informations utiles pour le patient qui est en face de vous à la consultation, mais aussi utiles pour tous ceux qui développent des investigations cliniques de la recherche clinique. Et par rapport à ça, le concept d'open science est excessivement important. Comme vous le savez, ce sera certainement un sujet prioritaire pour le prochain programme cadre de la Commission européenne. Et donc, effectivement, il est très important de créer les environnements qui permettent d'exploiter ces nouvelles données de manière optimale. Alors on l'a compris, le paysage se complexifie de façon impressionnante et rapide, et ceci a des conséquences très pratiques, en particulier pour les essais cliniques qui sont évidemment un élément essentiel des progrès thérapeutiques. Et donc aujourd'hui les essais cliniques classiques randomisés, eh bien on les remet en cause pour toute une série de raisons pratiques, qui font qu'aujourd'hui, avec ces populations de plus en plus stratifiées, il est difficile effectivement d'appliquer les règles habituelles statistiques, de recruter le nombre de malades nécessaires. Et donc ceci est à l'origine du développement de toute une série de nouveaux designs d'essais cliniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, je voudrais attirer l'attention ici sur le fait que le CASCE, de façon très logique, a dégagé un financement spécifique pour la mise en œuvre dans les hôpitaux universitaires d'essais cliniques de ce type. Alors je voudrais dire que c'est remarquable, je pense qu'on a annoncé que les budgets allaient augmenter, ce qui est encore mieux, mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce type d'essai, c'est une forme d'investigation clinique qui se passe dans les hôpitaux universitaires, mais ne résumons pas la recherche qui se mène dans les hôpitaux universitaires à ce type d'essai clinique. Je crois que ce serait vraiment une grave erreur. Il y a plus, et on y reviendra dès cette diapositive, qui explique que la médecine translationnelle, elle part de la recherche fondamentale. Je n'ai pas le temps de le faire, mais je pourrais vous donner plusieurs exemples qui montrent que des médicaments qui aujourd'hui sont sur le marché pour des pathologies fréquentes ont pu être développés
au départ d'observations cliniques isolées sur un seul patient qui a été investigué en profondeur, et à partir de là, on a pu mettre en évidence de nouvelles cibles, développer de nouveaux traitements et finalement voir que ces traitements pouvaient s'appliquer non seulement à des pathologies rares, mais aussi à des pathologies beaucoup plus fréquentes. Et l'exemple récent du nouveau traitement de la leucémie de l'enfant par ces thérapies cellulaires et génétiques, c'est sans doute un des meilleurs exemples. Et donc il est fondamental que cette recherche qui est ancrée sur la recherche de base, sur la recherche qui se passe dans les laboratoires, sur la recherche animale, et qui, à un moment donné, doit être transférée vers l'homme, il est fondamental que ce type de recherche reste soutenu et soit mieux soutenu qu'aujourd'hui dans les hôpitaux universitaires. Et puis, bien entendu, la recherche translationnelle, c'est aussi ce qui va traduire l'application des nouveaux traitements dans ce qu'on appelle le standard of care. Et donc, il est aussi important que les hôpitaux universitaires soient étroitement associés et soient des acteurs des recherches, effectivement, impliquant les organismes réglementaires, impliquant les payeurs. Donc, vous voyez qu'il y a là tout un spectre, et il est important de ne négliger aucune des chaînes impliquées dans ce transfert des connaissances de la recherche fondamentale au lit du malade. Alors vous direz, effectivement, tout ça c'est très beau, mais comment est-ce que ça va fonctionner en pratique? C'est notre défi. Alors c'est notre défi à nous, en tant qu'académiques responsables hospitaliers. Il faut savoir que c'est aussi le défi du secteur privé qui est impliqué, en particulier l'industrie pharmaceutique. Ilyas Zerouni sait de quoi il parle, il a dirigé le NIH aux États-Unis, et aujourd'hui il est le responsable de toute la recherche-développement chez Sanofi. Et comme il l'a clairement indiqué dans un de ses éditoriaux, un des points essentiels va être la collaboration. La collaboration entre tous les acteurs des systèmes de santé. Et donc là, il y a de très gros efforts à faire pour effectivement soutenir ces efforts collaboratifs à travers tout l'écosystème, et ceci implique, comme j'ai dit, les agences réglementaires, les payeurs, les associations de patients, et au niveau industriel, il faut penser évidemment non seulement aux grandes entreprises pharmaceutiques, mais aussi aux biotech. Alors, l'importance de la collaboration a déjà bien été mise en évidence par exemple, dans ce projet que j'ai lancé lorsque j'étais à l'Innovative Medicines Initiative, où plusieurs compagnies pharmaceutiques se sont mises ensemble pour partager des données qu'elles avaient accumulées sur des essais dans la schizophrénie, et en partageant les résultats, elles ont montré qu'on pouvait réduire le nombre de patients impliqués et la durée d'observation. Alors pour tout cela, et c'est aussi un rôle essentiel des hôpitaux universitaires, il faut être sûr que toutes ces données qu'on accumule et qu'on analyse répondent à certains standards, qu'elles soient de valeur. Il ne sert à rien de combiner, de faire des méta-analyses avec des données qui ne sont pas de qualité suffisante. Et ça, c'est une mission essentielle des universités, des hôpitaux universitaires, de sans arrêt s'assurer de la qualité de la recherche des données qui sont générées. Et disons qu'un des points sur lesquels je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, et c'est tout à fait logique, beaucoup d'attention sont portées sur les indicateurs de performance qui gouvernent le financement des hôpitaux, en externe, en interne. Je pense qu'il est plus que temps qu'on réfléchisse dans notre pays à définir des indicateurs précis, objectifs, des performances de nos hôpitaux en matière de recherche et de formation. C'est fait dans des pays voisins, je pense à l'Italie, je pense à la France. J'étais au conseil d'administration de l'INSERM hier où ce sujet a fait l'objet d'une discussion approfondie. Finalement, pour revenir à l'exposé précédent, je voudrais dire que j'ai vraiment l'intime conviction que tout ça va prendre du temps et que donc une des priorités, c'est de préparer la nouvelle génération, les nouveaux acteurs des systèmes de santé. Les États-Unis ont déjà commencé à le faire et c'est effectivement un des objectifs majeurs de l'Institut dont je m'occupe aujourd'hui, qui effectivement mène cet effort au départ de l'ULB, certes, mais avec une étroite collaboration
qui se construit aujourd'hui avec beaucoup d'autres universités du pays, en particulier la KU Leuven. 40% de nos étudiants aujourd'hui qui assistent à notre module de formation sont des étudiants de la KU Leuven. Et le principe ici, c'est de faire donner des cours par les meilleurs experts du domaine en Europe, et ceci est possible grâce à un soutien important que nous avons du Fonds Baillet-Latour, et de faire bénéficier de ces expertises des étudiants qui proviennent de différents masters. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, un étudiant en sciences économiques, un étudiant en polytechnique, ne sait pas que peut-être un jour il va se trouver dans le secteur de la santé, et nous pensons que très tôt dans leur formation, il est important de les introduire à une série de notions de base, notamment par rapport à la médecine translationnelle et par rapport à l'accès aux soins de santé. Je vous remercie de votre attention.